48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Énorme mensonge, là encore, un immense scandale. Mais une fois de plus, si on regarde la radioactivité différemment, les autorités françaises, très impliquées dans le nucléaire et donc très au courant du secret, pouvaient-elles faire autrement ? Le gouvernement ne pouvait pas dire aux Français que le nuage radioactif ne représentait aucun risque, puisque justement toute la politique énergétique française privilégiait ces centrales immenses au détriment des centrales individuelles. Un choix qui se justifiait au regard des dangers du nucléaire. Il ne pouvait pas non plus reconnaître la contamination du sol français, puisque la France étant un pays essentiellement agricole, cela aurait mis en péril toute l'économie du secteur. La seule solution acceptable finalement, c'était de mentir. Le nuage n'est pas passé chez nous, circuler, il n'y a rien à voir. Alors vous allez me dire, oui mais qu'est-ce que tu fais, Roch, de la recrudescence des cancers de la thyroïde observés à travers le pays? Vous allez voir, j'ai réponse à tout. Figurez-vous qu'à cette recrudescence observée correspond une autre courbe, celle des progrès effectués au même moment dans le dépistage de cette maladie. Tchernobyl, en fait, c'est le grand méchant loup dont on menace les enfants quand ils ne sont pas sages. On peut tout lui mettre sur le dos. Et régulièrement, le souvenir de ce cauchemar se rappelle à nous. Jusqu'en 2016, nous avons vécu, souvenez-vous, sous la menace de l'effondrement du dôme de fortune coulé par les liquidateurs. Il était, on s'en souvient, comme rongé de l'intérieur par la radioactivité qui s'échappait de plus en plus dans l'atmosphère. Mais en réalité, si on y réfléchit bien, l'usure du premier dôme est tout à fait naturelle au bout de 30 ans. La radioactivité n'a rien à voir là-dedans. Idem pour la ville de Pripyat, qui était avant l'accident la ville modèle du système communiste au temps des soviétiques. 35 ans plus tard, la ville fantôme est totalement en ruine. En voyant les images, on pense que tout est dû à l'enfer radioactif. Il n'en est rien. Abandonner n'importe quelle ville pendant 35 ans, sans aucun entretien, sans travaux de réfection, et vous obtiendrez exactement le même résultat. Pripyat est aujourd'hui la Pompéi de l'Union soviétique et à coup sûr, elle deviendra un jour un haut lieu du tourisme post-apocalyptique.
Il n'empêche, la communauté internationale a lancé un chantier digne de Pharaon. Un nouveau dôme majestueux comme une pyramide a été bâti par-dessus le premier dôme. L'occasion d'une grande cérémonie digne du pire fléau de l'humanité. On se croyait enfin sorti d'affaire en 2016, mais non. Non, cette année 2020, des incendies de forêt sur le site ont généré un nouveau nuage radioactif. Il faut dire que la nature a repris ses droits à Tchernobyl. La forêt luxuriante gagne du terrain sur le béton et les arbres splendides, rayonnants de bonne santé, se dressent en plein cœur de la ville de Pripyat. Aux alentours, la végétation prolifère, les animaux prospèrent. Paradoxalement, la zone interdite est devenue le paradis de la faune et de la flore dont ont toujours rêvé les écologistes. Certains vieux habitants de la zone interdite, on le sait, ont refusé de partir. Et puis d'autres sont revenus. Ils ont continué de cultiver leur jardin. 30 ans après, les villages évacués sont toujours aussi fantomatiques. La nature a repris ses droits partout. Mais bravant les interdictions et le danger, certains habitants ont décidé de s'y réinstaller. Mais il n'y a pas de radiation, je n'ai pas peur. Et puis on peut faire pousser de tout ici. Pour la plupart, ils sont des paysans attachés à leur terre, lassés de leur exil forcé. On a décidé de conserver ces vestiges qui racontent toute l'histoire de Tchernobyl. On espère que les gens vont revenir ici pour vivre sur cette terre. 300 000 personnes ont dû quitter ces zones interdites où reposent encore sous terre des milliers de tonnes de déchets radioactifs. On les voyait de temps en temps à la télévision, ces pauvres vieux ravinés, ces paysans tous souriants. Ils nous faisaient peine, attachés à leur terre empoisonnée. En fait, certains connaissaient peut-être des gens qui ont travaillé en 1971 à l'installation de la centrale. Ils ont peut-être travaillé eux-mêmes à sa construction, à l'instar des ouvriers du temps de Galen Windsor aux États-Unis. Ils étaient peut-être bien placés, tout simplement, pour savoir que ces gesticulations post-catastrophe étaient en réalité un spectacle totalement bidon. Il faut parfois savoir écouter le bon sens paysan. Il y a beaucoup de vérités à apprendre que nous regardons malheureusement avec suffisance et cynisme, sans savoir que les imbéciles, c'est nous. Alors, pour qu'ils gardent le silence, après tout, il valait mieux les laisser vivre dans leur isolement. Et ils ont continué à manger les légumes irradiés de leur potager et les fruits contaminés de leur verger, à vivre de leur bétail empoisonné, comme ils le faisaient depuis toujours. Et ils ne s'en portent pas plus mal.
Ok, Rogue, on veut bien te croire, mais quand même. Oh, soyons sérieux 2 minutes. Tchernobyl, tous ces morts. Ces héros qui se sont sacrifiés pour sauver l'humanité tout entière en déversant le béton et en construisant ce dôme de fortune pour limiter la pollution radioactive, tu en fais quoi? 26 avril 1986. Au cours d'un test, le 4e réacteur de la centrale de Tchernobyl explose. L'incendie libère un panache 1000 fois plus radioactif que la bombe d'Hiroshima. Durant des mois, ce qu'on appelle les liquidateurs construisent une carapace de béton sur le réacteur. La plupart de ces ouvriers le feront au péril de leur vie. 31 de ces hommes, les liquidateurs victimes d'irradiation, mourront dans les jours qui suivent. Так, подойдите сюда. Значит, сейчас поднимайтесь вот по этой лестнице. Поднимайтесь по этой. Вдоль этого здания, бегом по крыше. До угла здания. Один набрасывает, двое носит. Когда прибежали сюда на участок, начинайте считать до 90. 1, 2, 3, 4, до 90. Как только 90, бросаете инструмент и бегом назад. Вопросы? Так. Ces hommes sont sur le toit du bloc 4 qui a explosé. L'intensité des radiations est suffisante pour tuer en quelques minutes. Selon les survivants, 350 des 800 hommes qui sont montés sur le toit sont morts. Ils ne figurent dans aucune statistique officielle. Par vagues successives, ils vont tenter de décontaminer le site à l'aide de moyens dérisoires. Des hommes sacrifiés sans hésitation. L'Union soviétique ne peut se passer de l'énergie produite à Tchernobyl. On les a vus dans les hôpitaux, ces 31 liquidateurs de la centrale, morts dans les jours qui ont suivi la catastrophe. C'était suffisamment poignant. Et tous les autres, fauchés par la maladie, des semaines et des mois plus tard, ils jouaient la comédie. Alors, je vais vous demander d'imaginer un scénario. Imaginez ces hommes, le premier jour, qu'on est allé recruter un peu partout dans l'Union soviétique. Des mineurs pour beaucoup, des ouvriers. Ils sont tous volontaires, jeunes, solides, durs au mal. Ils doivent s'approcher avec leurs outils, leurs chariots de ciment, au plus près du réacteur qui est une fournaise. Imaginez la chaleur, imaginez la peur, car ils se précipitent vers l'enfer nucléaire en fusion avec des protections dérisoires. Et ils savent, parce qu'on leur a dit, qu'ils ne peuvent rester sur place au-delà de quelques secondes, sous peine de mort. Ils courent sans arrêt, repartent, reviennent et charrient ainsi des tonnes de béton. C'est une course contre la montre, une course de relais jusqu'à épuisement. À la fin de la journée, les compteurs Gégère s'affolent. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur les normes rabaissées des millions de fois. Il n'empêche, ces hommes sont épuisés, complètement vidés. Ils sont à bout de nerfs, ils ont très peur, ils n'ont plus de force. Mettez-vous à leur place. On vous a passé sous des douches de décontamination et on a incinéré vos vêtements. Vous êtes enfermés dans des salles hermétiques, pire que des pestiférés atteints du Covid. Et les seuls hommes qui vous visitent sont habillés en scaphandrier. Vous mettez le malaise qui vous gagne sur les efforts accomplis, les courses, le stress de cette journée infernale, ou sur le dos de la radioactivité qui fait si peur à tout le monde. Supposons que Tchernobyl soit une opération d'ingénierie sociale, comme je l'envisage, destinée à flanquer définitivement la trouille et empêcher quiconque de s'intéresser au nucléaire comme d'une énergie qui devrait être mise à disposition de tous. On organise alors dans la centrale de Tchernobyl un exercice de routine pour le personnel et on s'arrange pour saboter l'exercice de façon à ce que les choses tournent mal. Ceux qui sont à l'instigation de cette opération veulent faire un exemple, il leur faut des morts. Bien sûr, il y a les morts provoquées par l'explosion, mais trop peu, ça ne leur suffit pas, ce genre de mort se rencontre dans toutes les catastrophes industrielles. La radioactivité doit horrifier le monde.
Il faut donc sacrifier les héros. Sous couvert de les soigner, on leur donne des médicaments qui en réalité les affaiblissent, puis les empoisonnent. Les médecins l'ignorent. Ils n'ont pas la possibilité de connaître la composition des pilules expérimentales qu'on leur donne et qu'ils administrent à leurs patients. Tout le monde tombe rapidement malade. Selon les doses, certains mourront le lendemain, d'autres tiendront la semaine, d'autres encore pourront survivre 2 ans, etc. Quant aux malformations et handicaps de certains bébés nés après la catastrophe, l'opération prévoit un suivi médical des anciens habitants de Pripyat. Les femmes enceintes seront particulièrement suivies durant leur grossesse. Une médication spéciale administrée à certaines d'entre elles suffira à convaincre la communauté internationale de l'horreur des radiations et de la dangerosité de l'uranium. Ajoutez quelques photos de moutons à 3 pattes, quelques photos d'arbres décharnés et plus personne ne voudra s'approcher de ce no man's land nucléaire. Pourtant, aujourd'hui à Kiev, la capitale d'Ukraine située à moins de 100 km de la centrale, il n'y a pas de problème de radioactivité, pas de mutation génétique, pas d'espérance de vie en chute libre par rapport aux pays voisins. Mais il n'en reste pas moins que la population née avant l'accident vit comme si elle avait déjà traversé la fin du monde. Le traumatisme du peuple ukrainien ne s'effacera jamais. Tout va dans le sens de ce que je vous dis. Souvenez-vous des rejets radioactifs de la Kojima à La Hague. On retrouvait dans la Manche jusqu'à 3500 fois les taux naturels de radioactivité. À La Hague, l'association antinucléaire accuse la Kojima de rejet radioactif. La crise dure pendant des mois. La dernière fois où cette conduite a encore sorti de l'eau, il y avait jusqu'à 3500 fois la radioactivité naturelle sur cette plage. Face à Greenpeace, le patron de l'entreprise publique ne lâche rien. Et les 360 kilos d'uranium accidentellement rejetés par la Socatrie en 2006. Les 30 mètres cubes d'effluents uranifères déversés sur le sol et les fuites radioactives dans les centrales qu'on découvre toujours avec retard quand on les découvre et qu'on ne compte plus tellement c'est devenu banal. Vous voulez d'autres exemples ? Ce n'est pas ça qui manque. Les torches et les médailles des JO de Tokyo fabriquées avec l'aluminium irradié de Fukushima. La grande distribution avec les fruits qui sont systématiquement irradiés avant d'être mis sur le marché. Et les milliers d'essais d'armes atomiques sur Terre comme dans la haute atmosphère. Où est passée la pollution ? Depuis le temps, les gens devraient tomber comme des mouches dans les rues. Ah, c'est une pollution radioactive éphémère. Et toutes ces centrales nucléaires implantées dans des pays à fort danger sismique, le Japon, la Turquie par exemple. Même en France, les centrales sont majoritairement installées dans les régions les plus exposées. Le projet d'ITER de la fusion nucléaire de Cadarache, près d'Aix-en-Provence, a été construit à quelques centaines de mètres d'une faille sismique de première importance. Ils font exprès ou quoi ? Non, c'est juste que la peur de l'uranium est une arnaque, un canular. Et ce n'est pas les dirigeants de la Socatrie qui me contrediront, eux qui n'ont même pas pris la peine de mettre en service le dispositif de détection sismique et anti-incendie de la centrale de Tricastin. Pendant ce temps, les vieilles centrales, tellement vétustes, continuent de tourner au mépris des dangers mortels qui pèsent soi-disant sur les populations. Que penser aussi de ces images terrifiantes de ces missiles atomiques à l'abandon après l'effondrement de l'URSS, en train de rouiller dans leurs silos? Que penser de cette flotte de sous-marins nucléaires aux plaies béantes par lesquels suintaient les combustibles radioactifs qui se déversaient dans le port de Mourmansk? Aujourd'hui, comme par miracle, plus rien. La communauté internationale se réjouit. Il a fallu 40 ans d'efforts pour nettoyer Mourmansk.
Je me demande vraiment comment un tel nettoyage est possible. Lorsque le mal est fait avec la radioactivité, on nous a toujours dit que la pollution radioactive perdurait sur des milliers d'années. De deux choses l'une. Soit on nous ment sur le nettoyage, soit on nous a menti à propos de la pollution censée s'étendre sur des milliers d'années. En tout cas, les deux affirmations ne peuvent pas coexister dans la même réalité. On se souvient, enfin, des tonnes de déchets radioactifs jetés dans l'océan Atlantique, la mer du Nord, la mer Baltique. L'océan était devenu une vraie poubelle radioactive. Je me souviens encore de ces documentaires des années 60. On voyait dans ces documentaires des bateaux jetant par-dessus bord des dizaines de milliers de bidons remplis de déchets nucléaires. C'était l'horreur. De quoi faire des cauchemars pendant des nuits entières. L'annonce d'une apocalypse inévitable qui allait tous nous rattraper. Mais là encore, rien. On continue de pêcher dans la mer Baltique, de se baigner, et le temps passe et tout semble oublié. Personne ne kiffe à l'idée de faire du camping à l'ombre d'une centrale, c'est sûr. Cependant, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, on comprend mieux pourquoi nos centrales sont si peu protégées, vu l'extrême dangerosité prétendue de l'uranium. Une armada de militaires, de policiers et de gendarmes devrait être présente pour sécuriser la place. Au lieu de ça, les drones se baladent, les militants écologiques peuvent y passer le week-end pour y pratiquer l'escalade sans jamais être stoppés. Si on s'en tient aux théories officielles, tous les comportements que je viens d'énumérer sont totalement irresponsables. Ça n'a aucun sens. Même pour un politique, même pour un industriel, il y a quand même des limites à l'incompétence, à l'incurie, à la cupidité. La vérité est forcément ailleurs. De toute évidence, le danger de l'uranium est un leurre, un repoussoir pour maintenir les peuples en esclavage. Et leur mensonge a tellement bien pris qu'au moment du fameux nuage de Tchernobyl, les autorités françaises, à l'image d'un professeur Pierre Pellerin, pris à leur propre piège, ne savaient plus comment rassurer les Français. À 10 becquerels par mètre cube d'air, et maintenant c'est redescendu à moins de 2,5 becquerels par mètre cube ce matin. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Pourquoi EDF n'a jamais tenu compte dans ses factures d'électricité du coût exorbitant que représenterait à l'avenir le démantèlement de ces centrales? C'est un peu ballot, non? Sauf à penser que les dirigeants savaient déjà à l'époque que ce démantèlement ne coûterait rien et qu'il serait toujours temps de s'en occuper plus tard, à un moment où l'attention des moutons serait occupée par une autre peur. L'accumulation des mensonges, en contradiction avec les faits, conduit toujours à des incohérences, et les incohérences à des impasses. Une petite parenthèse, puisque je parle ici de moutons. Au commencement, les écologistes dont les mouvements étaient encore embryonnaires étaient classés parmi les moutons récalcitrants. L'ufologie épousait d'ailleurs entièrement la cause écologique. Dès les années 50, le contacté Georges Adamski avait reçu des messages très explicites de condamnation de l'arme atomique. Si, en se politisant, les écologistes ont fini par se ranger du côté des moutons dociles, côté moutons récalcitrants, la propagande antinucléaire n'en a pas moins perduré à travers le mouvement New Age. Et pas seulement. Les observations d'OVNI régulières au-dessus des centrales et bases militaires nucléaires, notamment en France, au-dessus du plateau d'Albion, ont contribué à répandre l'idée que le nucléaire inquiétait même les extraterrestres. Une façon de donner un bel os à ronger aux moutons récalcitrants pour qu'indirectement, ils ne puissent pas douter de la réalité de la menace atomique.
Moutons dociles, moutons récalcitrants, dans le canevas des mensonges enchevêtrés, une fois de plus, tous les moutons sont tombés dans le piège. Alors, oui, cette lutte organisée par les mouvements antinucléaires a été très rude, très violente. Il y a eu des morts, des disparitions mystérieuses et des assassinats. J'en suis bien conscient. Je sais que ce que je dis peut choquer une fois de plus certains de mes amis les plus proches qui ont mené ce combat à l'époque et qui ont pris des risques pour leur vie. Certains ont souffert dans leur chair et dans leur âme la perte de leurs amis dans ce combat. Je n'ai jamais osé leur dire de vive voix ce que je vous explique aujourd'hui. Comment leur dire qu'ils ont été les dupes et les instruments d'ancrage d'un absolu mensonge qui a servi à maintenir les peuples en esclavage? Qu'ils réfléchissent à ce passé douloureux vécu parfois dans la clandestinité et qu'ils se posent la question: comment ancrer un mensonge aussi important dans nos consciences sans aller jusqu'au bout de ce mensonge et même au-delà de tout ce qui peut être admis? Souvenez-vous des résistants sacrifiés en 1944 pour leurrer les Allemands et leur faire croire au mensonge du débarquement dans le Nord. Eh bien, nous en étions là à l'époque avec le nucléaire. L'opinion publique pense avec raison que l'industrie ment sur le danger de l'uranium en minimisant celui-ci. Elle a menti en effet. Elle a menti maladroitement pour que vous pensiez exactement le contraire de ce qu'elle dit. Elle vous ment en effet, mais elle ne le fait pas pour les raisons que vous croyez. Son intérêt consiste à vous faire croire que le nucléaire est dangereux. Et pour y parvenir, cette industrie vous donne l'impression qu'elle ment quand elle dit le contraire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette industrie. Vérifiez par vous-même tout ce que je vous ai dit. Usez de votre discernement, mais surtout, n'ayez plus peur. Sortez de toutes vos peurs. Ne vous accrochez pas à elles, parce que c'est par là qu'ils nous tiennent. Je vais vous épargner l'énergie solaire et le système des éoliennes qui, en termes de mensonges, battent tous les records. Ces deux énergies sont d'une hypocrisie absolue et relèvent toujours du même système d'exploitation et de mise en dépendance. Il s'agit toujours de centraliser l'énergie pour mieux vous la revendre. Les éoliennes sont le jackpot assuré des grands consortiums qui voient là l'occasion de vous tondre plus fort. Quant au solaire, même sur le toit de votre maison, vous devez d'abord revendre l'énergie au réseau. Dites-moi pourquoi vos panneaux n'alimentent pas directement votre foyer. Vous êtes placé une fois de plus dans la situation de grands enfants irresponsables et à qui on peut fermer le robinet à tout instant. Je vais vous donner maintenant une autre piste de compréhension du système. Je vais vous parler du mercure. Le mercure a été massivement utilisé dans l'histoire et notamment dans l'industrie au XIXe siècle.